biography have long been a minor genre among the academics because of its focus on individual. Oui, la biographie, ça a longtemps été considéré très ennuyant et surtout mineur parmi les académiques, car elle fait beaucoup moins sérieux à cause de son accent mis sur l'individu. Si elle demeure souvent un plaisir secret pour les historiens, une biographie est-elle un moyen d'éclairer, de connaître la vie du plus grand nombre? Peut-elle se faire l'écho des cœurs battants d'autrefois? Bref, peut-on aller des vies d'exception jusqu'aux vies ordinaires? Eh bien, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui pour vous, en démontrant comment la vie d'une femme qu'on connaît peu, peut-être, la vie de Marie Guyard de l'Incarnation, qui est la fondatrice du Canada, ni plus ni moins, qui nous paraît, à bien des égards, cette vie échappée à la norme. En fait, cette vie souligne, au contraire, l'agentivité que pouvaient avoir les Françaises ordinaires de son époque. L'agentivité se définissant comme la puissance d'agir d'un individu. Pour ce faire, je vais d'abord signaler le génie que les contemporains reconnaissaient à Marie Guyard et que lui dénie notre époque. Puis, dans les faits épars de sa vie qu'elle vécut comme nous tous, au hasard des travaux et des jours, je tenterai de départager ce qui la rend extraordinaire et ce qui la place dans la norme pour son époque. Ainsi pourrons-nous voir au cœur même de sa vie extraordinaire apparaître et se déployer en faisceau les existences ordinaires de ses contemporaines et de ses contemporains. Si l'on suit le dictionnaire qui définit génie comme, et je cite, la personne qui possède une aptitude supérieure de l'esprit qui l'élève au-dessus de la commune mesure et la rend capable de création, d'invention, d'entreprises qui paraissent très remarquables, extraordinaires ou surhumaines assez semblables, fin de citation, alors Marie Guyard de l'Incarnation fut et demeure un génie. Née à Tours en 1599, morte à Québec en 1672, elle vient tout juste d'être canonisée en 2014. Le seul énoncé de ses lieux d'existence et de mémoire renseigne sur le destin extraordinaire de cette femme qui fut, en son temps et jusqu'à aujourd'hui, une femme complète au sens humaniste du terme. Cette première missionnaire outre-mer, cette mystique qualifiée de Thérèse du Nouveau Monde, fut un témoin incontournable, en fait, de l'histoire canadienne à cause de son œuvre prolifique, quelques 8000 lettres, 2 autobiographies, plusieurs traités spirituels. Elle fut une linguiste, maîtrisant non seulement le latin et le français, mais aussi les très difficiles langues amérindiennes qu'elle contribua à fixer dans des dictionnaires. Elle fut pédagogue, fondatrice d'une tradition éducative pérenne, les Ursulines de Québec. Elle fut anthropologue avant la lettre, découvrant que l'altérité amérindienne devait être respectée dans le processus de la rencontre. Elle fut artiste, musicienne, mais aussi architecte. C'est elle qui traça les plans de son couvent, dont elle suivit la construction 2 fois plutôt qu'une d'ailleurs, à cause de l'incendie de 1650. Et elle apporta avec elle la tradition des religieuses d'élection et de vote. Ça, on ne sait pas trop. Elle eut de fait l'envergure d'un Léonard de Vinci. Et contrairement à lui, en fait, elle sut donner réalité à tous ses rêves et surtout achever brillamment ses projets. Aussi mérite-t-elle tout à fait qu'on ose dire d'elle qu'elle fut un génie, ou pour mieux dire, une génie. Il y a encore aujourd'hui, dans la langue française, difficulté à accoler le genre féminin à ce mot de génie, ou à employer, par exemple, maîtresse de sagesse. Un tel obstacle, qui est un vrai malaise, sur lequel butent ces concepts, s'explique par le traitement réservé aux femmes depuis l'Ancien Régime. Voir notre époque dénie à Marie Guyard ce titre de génie, parce qu'elle fut femme et parce qu'elle fut religieuse. C'est ce que révèle l'histoire politique et l'histoire du genre. Or, l'histoire du genre, on l'a dit, c'est l'histoire des relations de pouvoir entre les identités sexuées. Et c'est cette perspective que j'adopte quand je considère le XVIIe siècle français. Et ça me fait diviser en 2
ce siècle. La première période, c'est une période qui se voit se déployer un véritable féminisme religieux en France et dans les colonies. Et cette première période correspond à la vie de Marie Guyard. Elle va grosso modo de la fin des guerres de religion jusqu'aux années 60-70, quand meurt Anne d'Autriche et que débute le règne personnel de Louis XIV. L'époque de la vie active de Marie est un créneau temporel particulièrement favorable à la gentilité féminine. Il faut savoir qu'au début du XVIIe siècle, au moment même où la France établit sa colonie en Amérique, le pays, la France, donc, se relève à très grand-peine de près de 40 ans de guerres civiles et religieuses qui l'ont complètement détruit. De plus, la guerre de 30 ans draine hors de France les hommes valides. Et comme toujours, pendant et après de tels cataclysmes, la force vive des femmes est non seulement souhaitée, mais réclamée et mise à contribution. Reconstruction du pays d'une part ou construction de nouveaux pays d'autre part font naître ce qu'il convient d'appeler un féminisme religieux. Oui, un féminisme qui a pour principe premier d'affirmer l'égalité des sexes pour mieux souligner les devoirs chrétiens de chacun et mobiliser tout le monde. À la faveur de ce mouvement se dessinent les contours d'une culture qui reconnaît aux femmes la même obligation que les hommes de se rendre utiles au public. Ainsi, la possibilité est donnée aux femmes de participer activement à ce qui fonde la société civile. Charité, éducation, santé. Et notons-le, des deux côtés de l'Atlantique, ce sont précisément les femmes qui fondent l'assistanat social de leur époque. La seconde période commence avec le règne personnel de Louis XIV. Il faut savoir qu'à la faveur de la politique androcentrique du roi Soleil et surtout des crises successives que connaît l'absolutisme à cause des frondes, du jansénisme, du quiétisme, causes dans lesquelles nombre de femmes se sont illustrées, le savoir et le pouvoir d'agir des femmes en général et celui des religieuses en particulier ont été discrédités, ridiculisés. Pensez à Molière par exemple, réduit souvent à des radotages et ouvrages de bonnes femmes. Bonnes femmes qui feraient mieux de garder silence et maison. Dans les cas trop éclatants pour être disqualifiés, pensez à Marie Curie ou Émilie du Châtelet, ce savoir et cet agir féminin ont longtemps été qualifiés d'exception qui confirment la règle. Mais le règne de Louis XIV, c'est aussi la fin d'une époque, l'époque où les mystiques séduisaient les chercheurs de vérité et surtout les scientifiques, en fait, qui considéraient le mysticisme comme une façon d'observer le réel. Pensez à Blaise Pascal ou à René Descartes. Mais bientôt, la critique de l'extraordinaire condamna les mystiques, le rationalisme va les discréditer et l'autorité royale les pourchasser. Et la méfiance anti-mystique gagna même les ordres religieux. Quant aux femmes mystiques, les politiques misogynes du roi Soleil les fit taire. Pensons par exemple à Port-Royal ou à Madame Guyon. Aussi est-il évident que depuis les anti-mystiques de la fin du XVIIe siècle jusqu'aux anticléricaux, Marie Guyard mit à mal la reconnaissance de son génie. Comme si l'auteur spirituelle atteinte par cette maîtresse discréditait aux yeux des intellectuels et sa vie. Or, chez Marie, vie et œuvre sont inextricablement liées. Elle agit sur son monde avec l'énergie et l'intelligence propres à ses contemporaines, alors occupées à reconstruire la France, à construire une France nouvelle, du vivre ensemble, éducation, santé, assistance. C'est dire que Marie, qualifiée à juste titre de femme forte par l'historiographie classique, est loin d'être la seule. Dans la France du début du XVIIe siècle, les femmes aussi engagées mais moins repérées qu'elles se comptent par centaines. Il suffit d'ouvrir les boîtes d'archives pour les découvrir. À moi qui... En fait, la vie de Marie Guyard démontre l'agentivité que pouvaient avoir les Françaises ordinaires de son époque. Elle montre les occasions aussi d'agir que les femmes d'autrefois pouvaient saisir. Certes, le destin d'une femme d'Ancien Régime peut paraître restreint, car toujours lié à celui d'un homme. Mais le destin d'un homme, à l'époque, ne se fait pas sans femme.
Certes, la femme est fille de l'homme dont elle porte le patronyme et qu'elle quittera pour se marier ou entrer en religion. Ce sont, dit l'historiographie, les deux seuls choix qui s'offrent à elle. Or, la nécessité oblige souvent les femmes à infléchir ces choix de vie qui paraissent figés et intemporels. Car dans les faits, nombre de femmes ne peuvent tout simplement pas se marier ni entrer en religion à cause de leur pauvreté. Mais plus encore, dans ce contexte de célibat féminin croissant au XVIIe siècle, on a guère souligné le nombre important de femmes célibataires en France, dans les colonies, qui refusent de fait le mariage et le couvent et s'inventent un espace de liberté où s'expriment tout leur talent et toute leur agentivité. On ne dit pas non plus assez que le travail féminin est alors considéré essentiel à la survie de la société. La vaste majorité des femmes ordinaires ne font pas que contribuer aux revenus familiaux. Souvent, ce sont elles seules qui assurent les rentrées d'argent. En fait, des deux côtés de l'Atlantique, elles n'hésitent pas à se faire femmes d'affaires et ils savent tout à fait faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Par ailleurs, rappelons-le, de tout temps, les familles monoparentales ont existé. Au XVIIe siècle, ces familles étaient exclusivement dirigées par les femmes, séparées par leurs maris, par les guerres, les déplacements, les maladies ou la mort. Enfin, si par ces extases ou ces visions, une femme comme Marie Guyard est en communication directe avec le Christ, elle peut gagner à sa cause les hommes qui ont autorité spirituelle et politique sur elle. Voire, elle peut, avec cet allié de taille qu'est Dieu, littéralement mener les hommes à sa guise. À la seule condition, bien sûr, que les hommes reconnaissent orthodoxes les inspirations et visions surnaturelles que cette femme dit avoir. Ainsi, les désirs et actions de cette femme, divinement inspirée, seront reconnus légitimes et par là deviendront un puissant levier de l'agir féminin. Cette femme devra donc savoir négocier la reconnaissance masculine de ses désirs et de ses actions. Et une telle légitimation relève de la plus pure et simple prudence, car ce sont des temps où, si vos visions ne sont pas considérées saintes, ça vous vaut au pire d'être envoyée sur le bûcher, au mieux d'être enterrée vivante, folle à la salpêtrière ou mutique dans un couvent oublié de province. En tout cas, interdite à jamais de communication. Cela dit, si une femme n'est pas grand-chose, ne peut grand-chose sans l'aval d'un homme. À cette époque, un homme sans femme n'est rien. Tout le monde en est conscient. Le paysan ne peut tout simplement pas survivre sans une femme aguerrie aux travaux de la ferme et à la vente dans les marchés. L'artisan non plus ne peut s'établir sans épouse à qui confier finition et vente des objets, administration des finances, gestion du réseau et de la publicité. Le soldat ne peut avancer sans l'intendance assurée par les épouses qui suivent les armées. Or, si l'homme ne peut suffire à sa tâche sans femme, la femme survit la plupart du temps sans homme. Elle s'appuie sur un solide réseau d'entraide féminine, laïque ou religieux, qui mise sur la solidarité, l'éducation et la transmission de l'information. Bien sûr, les filles, mais aussi les garçons, doivent obéir au doigt et à l'œil à leur père. Cela dit, passé 25 ans, qui est l'âge de l'établissement, ce père ne pourra empêcher que ses filles s'émancipent et fassent ce que bon leur semble, se marier, entrer en religion ou mener une vie de célibataire, bien sûr encadrée par la société et l'Église. Ainsi, Marie Guyard entrera en religion malgré les cris déchirants de son père malade. Ainsi, Madame de la Pelletrie, une fois veuve, ne rentrera pas chez son père comme il le réclame. Il lui fait même un procès. Ainsi, Jeanne Mance, qui est la fondatrice des Hospitalières à Montréal. Donc, Jeanne Mance ne se mariera jamais, ni ne se fera jamais religieuse. Comme Jeanne Lebert, qui est la célèbre recluse de Montréal et qui fut, en son temps, le plus beau parti de la colonie. Donc, une femme seule peut mener sa vie à sa guise si elle sait rester protégée de corps et de réputation par sa famille et l'Église, si elle sait négocier entre prescription et nécessité, et ainsi tirer son épingle du jeu. Exactement comme l'a fait Marie Guyard, veuve à 18 ans, pendant 12 ans, elle va élever son fils Claude et gagner leur vie en vendant ses broderies de luxe,
puis en gérant une entreprise de transport à l'échelle de la France. En 1631, quand il atteint l'âge d'être apprenti, elle le quitte pour entrer au couvent des Ursulines de Tours. Puis, en 1639, une fois qu'elle est rassurée sur l'établissement de son fils, elle s'embarque pour le Canada afin de répondre à l'appel divin d'établir sa mission éducative auprès des sauvagesses, comme on disait alors. Comme évêque, directeur de conscience, confesseur, mais aussi tout un réseau qui va de la base de la société jusqu'à la reine et la cour, comme tous lui reconnaissent orthodoxes les inspirations et visions surnaturelles qu'elle dit avoir, ses désirs et ses actions sont reconnus légitimes. C'est d'ailleurs là, dans cette légitimation de ses désirs et de ses actions, que réside sans doute la grande perspicacité de Marie Guyard. Notons que comme les femmes ordinaires de son temps, elle opère toujours sans sortir des limites imposées par sa société. Voilà donc comment, sous la loupe de l'histoire du genre, sous la loupe de l'histoire politique, des relations de pouvoir, l'existence d'exception de Marie Guyard peut informer, sinon tout le réel, du moins une grande partie du réel des femmes et des hommes ordinaires de son temps. Des faits épars, des états, des conditions vécues communément selon le hasard et la chance, qui, quand on les met bout à bout, composent le vide d'une vie d'exception, mais qui reflètent en même temps les possibles ouverts à l'ensemble de ses contemporains et de ses contemporaines. Et c'est l'objectif de la biographie que j'écris de Marie de l'Incarnation, afin de traduire la réalité d'autrefois. Merci.